Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, à la une de ce 13h, mise en service de 3 tribunaux dans les villes de Komé, Dassazoumé et Malanville. Les responsables qui doivent y siéger ont été nommés en Conseil des ministres. Le ministre de la Justice interviendra pour des explications. Le plus vieux quartier de Cotonou, Plakodi, quartier précaire, caractérisé par sa promiscuité. Comment vivent-ils les habitants de ce quartier de Cotonou à l'heure où le coronavirus impose ses règles? Serge Ayaka est allé constater. Et puis c'est une technique de pêche vieille de plus d'un siècle, une technique sédentaire qui a cours sur la plupart des plans d'eau du Bénin dans le lac Nokoué à Kadja, entre la joie des peuples toffins et la souffrance du lac Nokoué. William Choki nous en parle. Voilà pour le sommet. Bienvenue. Si vous nous rejoignez bientôt, 3 tribunaux seront mis en service dans les villes de Komé, Dassazoumé et Malanville. Les responsables qui doivent y siéger ont été nommés en Conseil des ministres. Le ministre de la Justice revient ici sur les motivations d'une telle décision au micro de Rachidatou Biomama et Michel Egbe. Cette loi prévoit pour l'ensemble du territoire national 25 tribunaux de première instance de deuxième classe, 3 tribunaux de première instance de première classe dans les villes à statut particulier que sont Cotonou, Porto Novo et Parakou, et 3 cours d'appel également, un peu comme régionales, c'est-à-dire une à Cotonou, une à Abomey et une troisième à Parakou. Aujourd'hui, l'état des lieux se présente comme suit. Nous avons 14 tribunaux de première instance de première classe et de deuxième classe en service sur les 28 qui sont prévus. Il reste donc 28 à installer. Les 3 dont vous faites état, à savoir Komé, Dassazoumé et Malanville, sont donc les 3 qui viennent s'ajouter au lot existant. Nous avons là pu mettre en service 3 nouveaux tribunaux à la faveur de la formation de nouveaux auditeurs de justice qui sont les magistrats que nous avons affectés en juridiction la semaine dernière, avec également les 100 greffiers qui étaient sortis d'école au début de cette année. Donc, la mise en place et la mise en service de nouveaux tribunaux répond à la volonté politique de doter les tribunaux en effectifs suffisants pour les faire tourner, parce qu'il n'est pas nécessaire, ou il n'est pas de bonne loi d'installer un tribunal sans qu'il y ait les effectifs suffisants. Et également, derrière, il y a une politique de construction des infrastructures pour accueillir les autres tribunaux, de telle sorte que, mettons, d'ici à 2 ans, avec les nouveaux éditeurs qui sont en formation depuis le début de cette année, plus les 100 que nous allons recruter d'ici au mois de décembre, nous aurons suffisamment de bras pour opérationnaliser les autres tribunaux qui attendent donc d'être mis en place. Nous devons dire également que la politique que nous faisons en ce moment consiste à installer des tribunaux frontaliers, parce qu'il arrive que les conflits entre nos compatriotes ou avec d'autres étrangers le long de nos frontières soient exportés pour être jugés dans d'autres pays. Nous avons également comblé un vœu du législateur que la commune de Dassa est le seul chef-lieu de département qui n'a pas de tribunal. Donc nous allons donc installer, avec les mutations actuelles, un tribunal à Dassa, et puis les tribunaux frontaliers de Komé,
qui va jusqu'à Ilakandi pour ce qui concerne sa compétence territoriale, et le tribunal de première instance des Incas de Malanville. Et nous avons nommé récemment 76 magistrats, donc nouveaux magistrats, et puis les mutations qui ont été opérées récemment ont concerné environ 200 magistrats qui seront déployés sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit de mutations d'envergure, mais pour combler le vœu d'efficacité du président de la République qui veut que tous les tribunaux soient également dotés en nombre suffisant de personnel judiciaire. On prend à présent la direction du Septentrion, installation de la coordination départementale du fan club Imam Shakiro à Moussou dans l'Alibori, venu de 6 communes de ce département. Les membres du dit fan club ont prêté serment. Ils se donnent pour mission la vulgarisation des œuvres du président Patrice Talon. La cérémonie qui a consacré les ambassadeurs communaux de ce regroupement s'est déroulée ce samedi à Kandi. Le reportage de Wenceslao Awaimon et Aziz Alaoui. Loyauté, abnégation. Le fan club Imam Shakiro Amoussou Fasika étend ses tentacules sur toute l'étendue du territoire national. La Libori est le 7e département à voir sa coordination installée. Toutes les 6 communes de cette entité territoriale s'engagent à soutenir et à défendre les nobles actions du gouvernement de Patrice Talon. Nous avons constaté depuis la prise de pouvoir du président Talon, il a posé les jalons d'une bonne gouvernance par ses réformes politiques, économiques et sociales. Et dans notre religion, on ne doit pas s'opposer au pouvoir parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir. S'opposer au pouvoir, c'est s'opposer à la volonté de Dieu. L'imam Shakirou et ses militants branlent 1000 raisons pour rester aux côtés de l'actuel locataire de la Marina. Entre autres, les réformes, les actes et autres œuvres au profit du peuple béninois sans distinction. Ce qu'il pose comme acte mérite de l'encourager. Et vous aurez constaté que tous les Béninois sont en chantier. Nous sommes fiers d'être béninois. L'autorité de l'État est restaurée et que la gestion transparente de l'administration publique est observée partout. Il a planté les décors. Donc il mérite le soutien de la jeunesse. En particulier, l'attention singulière du chef de l'État à l'endroit de la communauté islamique motive de surcroît les membres du Fasika. Nous avions des gens lentilles dans notre religion, mais ils ont abandonné la maison de Dieu. Mais la mosquée Kadion a compris qu'il mérite mieux d'être reconstruit. En dehors de ça, depuis des années, là, depuis 50 ans, 60 ans, nos parents qui quittent ailleurs le nord pour se rendre au pèlerinage à la Mecque, ils dorment dans les mosquées, dans l'insalubrité totale. Donc, il a investi pour construire des trottoirs pour les pèlerins. Bien qu'il ne soit pas musulman, il est vraiment un président de tous les Béninois. La dizaine d'ambassadeurs communaux désignés prêtent serment. Ils entendent ratisser large au profit des idéaux du président Patrice Talon. Un tour chez les flics, 3 malfrats sont désormais dans les mailles de la police dans le département des Collines. Ils seraient à l'origine de plusieurs braquages et agressions. Ils sont arrêtés pour avoir enlevé 2 jeunes chasseurs peuls et pour avoir demandé une rançon de 15 millions de francs CFA. Cyprien Lokossou et Kadnel Kunom. Les 3 individus relativement jeunes ont été présentés à la presse avec leurs munitions, des fusils de chasse, des pistolets de fabrication artisanale, des couteaux et des téléphones portables. C'est presque un film de kidnapping qu'ils ont tenté de mettre en action, mais la police les a maîtrisés. Quant au papa, il dit ce lundi soir, il a appris que ses enfants sont allés tuer la pèderie. Mais toute la nuit, les enfants ne sont pas revenus. Ils se sont mis à chercher les enfants. Le mardi, vers 10h30, 11h, il reçoit l'appel des ravisseurs qui lui réclamaient 15 millions. De 15 millions, ils sont revenus à 10 millions et il s'est porté au commissariat pour la déclaration. Là, la police s'est mis en branle. Le phénomène d'enlèvement prend de l'ampleur dans les départements du Zou et des Collines. Mais les hommes en armes se sont organisés pour la riposte à travers une opération dénommée Tempête du Dragon des Collines. L'opération Tempête du Dragon des Collines, soutenue
de bout en bout par le préfet et le directeur général de la police républicaine. Alors, le soutien de ces autorités nous a permis, n'est-ce pas, de traquer dans les forêts, sur les axes routiers, partout, ces vils individus qui empestent la sérénité et la quiétude dans le département. À ceux qui continuent de se comporter ainsi, en interpellant les gens sur la voie, en les enlevant, pour commencer par exiger du rançon, qu'ils sont suivis sérieusement et qu'ils doivent rebrousser chemin. Ils doivent laisser ce comportement de plus en plus qui se développe sur notre territoire, où on enlève les gens, on commence par demander de rançon. Ils doivent savoir que c'est fini ça. L'opération Tempête du Dragon des Collines a commencé à porter déjà ses fruits. 3 scènes d'enlèvement ont été déjà déjouées et les victimes ont été libérées sains et saufs par la police, et ceci sans remise d'aucune rançon. 11 suspects ont été arrêtés et les 3 qui ont ouvert le feu sur la police ont été neutralisés. Le préfet appelle à la vigilance. Venons-en à présent au dossier de cette édition. C'est une technique de pêche vieille de plus d'un siècle, une technique de pêche sédentaire qui a cours sur la plupart des plans d'eau du Bénin, dont le lac Nokoué à Kadja, entre la joie des peuples toffins et la souffrance du lac Nokoué. C'est un magazine signé William Tchoki et Alexis Segwemon, puis Bruno Rotepo. Des cases surpilotis s'étalant à perte de vue. Des populations de pêcheurs en déplacement sur le plan d'eau. Bienvenue à la Venise d'Afrique, le village lacustre de Ganvier. À côté de cet enchevêtrement de maisons, déposées tels des pignons de jeu, il y a une image qui frappe l'œil. Ces parcelles délimitées à l'aide de branchages sur le plan d'eau. On les appelle ici les Akadja. C'est une technique qui date des années 1800, au moment où les communautés ont émigré vers les zones lacustres. Et c'est en fait une technique qui est née de manière informelle. En réalité, la technique se pratiquait dans les communautés de Sochanhwe. Les gens pratiquaient ce qu'on appelle le achlo, c'est-à-dire on faisait des tranchées au niveau des berges et on mettait des palissades en palmier pour récolter le poisson à la décrue. Une technique de pêche sédentaire menée par les peuples toffins, une technique qui a traversé le temps avec des améliorations. L'un des anciens pêcheurs de la commune lacustre de Soava, surpris en pleine réunion avec ses pairs, témoigne. Akadja existe depuis nos arrière-grands-parents. Akadja a vu le jour ici à Soava. Au départ, il n'y avait pas de filet. On utilisait des branchages qu'on appelle kakata. Ces pêcheurs, comme pour nous convaincre de l'importance de cette technique de pêche, nous invitent à vivre la réalité de la récolte de ces packs à poissons après 3 à 5 ans de mise en place de ces branchages entourés de filets. Un gros risque pour notre équipe de reportage, mais le jeu en vaut la chandelle. Il fallait se lever très tôt, à 4 heures du matin. La visibilité n'y est presque pas. Et nous voici en plein milieu du lac Nokoué. Une traversée d'une quarantaine de minutes et nous atteignons l'un des packs à poissons du vieux président Daniel Vidéon.
Il plonge dans l'eau, malgré son âge très avancé. Les gens sont en train de regrouper le bas du filet pour regrouper les poissons ensemble et à la fin, on attache le bas avec une corde. On attache le bas, donc les poissons ne peuvent plus sortir vers le bas. Maintenant, à la fin, il faut regrouper encore la tête du filet, soulever le bas du filet et le mettre dans la pirogue. C'est à ce temps maintenant qu'on va commencer maintenant à mettre les poissons dans la pirogue. On laisse la poche, on regroupe. Une action très périlleuse pour ces pêcheurs. Aller en apnée au fond de l'eau, ressortir les déchets de tout genre, puis regrouper les poissons. C'est notre seule richesse. Akaja est le même partout à Calavi et à Cotonou. Cet Akaja a déjà 5 ans avant qu'on ne l'exploite. C'est une technique d'élevation de poissons sur les plans d'eau. Avant la fin de l'opération, l'horizon s'éclaircit et la récolte du jour est là. Après plusieurs mois d'attente, on jubile. À l'occasion de la Journée mondiale de l'habitat, le ministère du Cadre de vie et du Développement durable met en lumière les innovations et les nombreux résultats de recherche de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi des matériaux locaux pour un habitat décent. C'est bien possible au Bénin. William Tchoki et Daniel Ada. Les coques de noix de palmier, c'est un résidu agricole issu de la production des palmiers à huile. Donc c'est un déchet. Ici, vous avez un béton à base de ces déchets-là. Et c'est ces déchets qui remplacent les graviers. Donc on n'aura plus besoin à utiliser les graviers. Un doctorant de l'EPAC, l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, en pleine présentation des résultats de recherche. Les coques de noix de palmier sont utilisées dans le béton bitumineux, ce que nous appelons vulgairement goudron. Donc c'est un goudron qui est fait, un béton bitumineux qui est fait à base des coques de noix de palmier, ces déchets-là. Une immense mine d'or d'innovation. Nous avons fabriqué les entrevous. Les entrevous à base de la terre de bar et des pailles de riz, mélangées avec des produits naturels issus de la fabrication du beurre de karité ou de la moutarde. Des résultats de longues années de recherche qui sommeillent ici à l'EPAC. Ça, c'est un produit réalisé à base, mélangé avec un résidu de beurre de karité, qui est un déchet qu'on jette généralement. C'est vrai que nous sommes assis sur une grosse mine d'or. Nos populations savent déjà manipuler ça. Simplement, nous voulons donner donc quelques indications techniques et puis donc on va obtenir un matériau moderne pour construire moderne. Des matériaux locaux pour des habitats de qualité, l'isolation thermique, la durabilité, le coût, tout est pris en compte pour un logement décent. C'est déjà un plus pour nous qui n'avons pas de gros moyens pour construire nos maisons. Donc, il suffit simplement d'aller vers ces recherches, vers ces découvertes qui ont été faites par nos professionnels et les mettre en application. Au niveau du Bénin, la réglementation prévoit dans toutes les constructions que nous avons au niveau administratif de mettre au moins 25% de matériaux locaux dans ces constructions. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on n'en est pas là. À la faveur de la Journée mondiale de l'habitat, le ministère du Cadre de vie, en collaboration avec ceux de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, veut mettre la lumière sur toutes ces innovations. L'organisation d'une journée porte ouverte sur les résultats des travaux de recherche effectués dans le domaine des matériaux locaux de construction vient à point nommé car elle permettra à nos concitoyens de milieux de connaître les résultats des recherches de nos différents laboratoires et de prendre conscience des potentialités dont regorge notre pays pour son développement. D'innombrables résultats de recherche non encore exploités. Le pont pour l'utilisation de tout ceci vient d'être créé
et le ministre du Cadre de Vie entend en profiter au maximum. Tout le Bénin est en chantier. Vous avez vu comment le péage se déploie. Je crois que, comme on le dit en Afrique, c'est peut-être le soleil de l'EPAC et de la recherche au Bénin qui s'est levé. Il faut que nous en profitions. Un coup de pouce pour les différents chantiers du péage. Construire des routes, des logements avec des matériaux locaux, améliorer l'environnement urbain à moindre coût. Marquons à présent un arrêt à Plakodji. Plakodji, qui est le plus vieux quartier de Cotonou, il végète dans la précarité et dans la promiscuité. C'est le constat de Serge Ayaka et Vari Zomaou qui reviennent sur ce qu'il convient d'appeler habitat à l'heure où le coronavirus impose de disposer de minimum. Regardez ce reportage. Anani regagne sa maison après une longue matinée de travail. C'est une bien modeste demeure, ici au quartier Plakodji-Plage, réputé pour ses habitations misérables et sans hygiène. On est convaincu. Oui. Personne n'est à l'aise. À Plakodji, la maison a ses codes. C'est le précaire, parfois au-delà de l'entendement. Ici, la maison met au jour la vulnérabilité des populations et l'insalubrité dans laquelle elles vivent. Les maisons sont sans mesure. Aujourd'hui, là, il y a d'autres qui dorment dans leur maison et d'autres sont à l'air libre. Mais selon les spécialistes, une maison est bien plus qu'un simple toit. Une maison, c'est un lieu où vous pouvez dormir, avoir vos soins en matière d'hygiène, vous devez pouvoir y manger, vous devez pouvoir vous y relaxer. Donc c'est un espace vraiment qui doit réunir toutes les conditions vous permettant d'être à l'aise. Pourtant, Plakodji, l'un des plus vieux, sinon le plus vieux quartier de Cotonou, avec son phare, ses maisons coloniales et l'embouchure à proximité, est encore loin de s'inscrire dans ce registre. Visiblement, la croissance économique n'a pas suivi la croissance démographique. Conséquence, le manque de services de base est criard. Le monde vit une grande détresse qui est liée à un manque criard de logement. Quand je vois des taudis, mon cœur pleure. Parce que je ne comprends pas que dans un pays ou dans une région ou dans un espace donné où des êtres humains évoluent, c'est insupportable. Et le Covid-19 qui se répand montre à suffisance les limites des maisons actuelles et fait réfléchir l'architecte. Nous devons désormais réfléchir d'une manière à accompagner déjà nos municipalités dans l'utilisation de l'espace. Il faudrait qu'on planifie déjà l'habitat et que nous puissions réussir à offrir déjà des espaces viables à nos populations. Le simple fait que vous concevez qu'on puisse mettre à l'entrée d'une maison un dispositif de lavage des mains indique déjà cette nécessité d'avoir une certaine hygiène qui soit un blocage à la pandémie. Donc en ce sens, la maison évolue, se transforme. Et la maison d'aujourd'hui, c'est déjà la maison qui va permettre éventuellement, si une personne est infectée, qu'on puisse l'isoler, qu'on puisse lui assurer quand même un certain niveau de bien-être tout en continuant de l'entourer de l'amour de la famille. Une urbanisation durable, c'est une planification efficace, des politiques et des investissements à grande échelle pour réduire les inégalités et la pauvreté. Nous sommes en plein dans cette nouvelle réalité qu'est en train de décliner le gouvernement actuel dans la mesure où nous avons un PAG. Je constate simplement une réalité. Vous m'excuserez, mais quand aujourd'hui je vois comment dirais-je, des espaces asphaltés avec des épaisseurs de 30 cm, je suis désolé, mais j'en ai rarement vu dans mon pays. C'est pour dire que cette notion de taudis doit être prise à l'aune des efforts qui sont réalisés aujourd'hui pour impulser un nouveau développement. Le logement, un droit humain, un catalyseur pour tous les autres droits fondamentaux. En attendant de le satisfaire, Anani se console de ce qu'il a.
mais il rêve de voir Plakodji devenir un jour un centre d'opportunité pour ses enfants et ses petits-enfants. Et puis le 5 octobre, les enseignants étaient à l'honneur. Le monde les célèbre pour leur sacrifice et pour leur mérite à l'occasion. James William Baguidi s'interroge sur ce qui advient désormais de la vocation pour la pratique du métier dans une société où beaucoup se retrouvent enseignants par contrainte. Regardez. Je dirais que ce n'est pas vocation. Déjà, quand j'étais en seconde, j'étais passionné par la manière et les façons dont mon professeur des SVT faisait son cours. Le métier, j'ai vu que le métier, c'est passionné, donc je me suis lancé dedans. L'enseignement, ce n'est pas un métier donné à tout le monde. Si vous n'avez pas la passion, si vous n'avez pas envie de le faire, vous risquez de sacrifier des générations. Alors moi, j'ai choisi l'enseignement par passion. Quand vous y allez par vocation, vous travaillez correctement, on vous apprécie mieux. Vous donnez le meilleur de vous-même pour former les citoyens de la nation, pour façonner l'homme pour le devenir de cette nation. Je suis là par vocation. Je vais dire que je suis venue dans l'enseignement par vocation, parce que mon papa fut un enseignant du collège. Donc, en le voyant travailler, bon, nous avons pris le goût. Nous sommes au moins 5 de ces enfants qui sont devenus enseignants. Presque tous affirment devant la caméra être arrivés au métier d'enseignant par vocation. La vocation dans le cadre de l'enseignement est une vocation toute particulière. Je dirais tout court que c'est un sacerdoce. Pourquoi? Parce que l'enseignant est en relation avec des âmes sensibles qui sont en formation. Vous avez affaire à de petits-enfants ou à de jeunes adolescents qui croient en vous. Et vous êtes un modèle pour eux. Et pourtant, chaque famille béninoise compte son jeune diplômé qui, en attendant d'obtenir l'emploi auquel il se destine, s'est converti à l'enseignement. Puis, vient la conscience de la responsabilité dont la société charge celui ou celle qui apprend ce qu'il faut savoir aux plus jeunes. Les enseignants qui sont sous mes ordres au CG Kansouka, sans vous mentir, toutes disciplines confondues, sont des hommes très dévoués à la tâche. Il y a des gens qui sont arrivés par accident, comme on le dit, mais ils y sont et ils constatent qu'ils aiment le travail, même sans s'en rendre compte. C'est au fil des années, ils constatent que ils aiment les enfants, les résultats sont bons, les apprécient. Et comme ça, certains arrivent à aimer finalement le métier. Dès le début, je n'ai pas la formation d'un enseignant. C'est vers les années 1988. Donc, il y a des difficultés pour faire le recrutement dans la fonction publique. Alors, donc, j'ai fait des formations de mathématiques. J'ai fait le MP pour avoir alors un diplôme de licence en mathématiques en plus. Et c'est par la suite alors que j'ai commencé par exercer le métier de professeur de mathématiques. J'ai finalement aimé la matière. Et c'est ça que je fais jusqu'à maintenant. On peut commencer un métier sans l'aimer et finir par l'aimer. Ça peut être comme une histoire d'amour. Tout simplement parce que la satisfaction que l'on y reçoit en fin de compte est beaucoup plus une satisfaction morale que pécuniaire. Toutefois, tous ne se font pas à l'idée de rester enseignants et cela se ressent dans les attitudes et dans les résultats. Ils ne se donnent pas. Si vous ne faites pas gendarme derrière eux, il faut les rappeler alors tout le temps. Vous ressassez les mêmes choses. Il faut les forcer en quelque sorte pour qu'ils donnent quelque chose de même. Donc là, on sent que ceux-là, c'est juste par accident qu'ils sont arrivés. L'enseignant est le miroir de la société. Dans toute chose, si vous faites quelque chose qui n'est pas d'une vocation connue et certaine, vous ne pouvez pas être un bon enseignant. Plusieurs raisons expliquent le fait que le métier d'enseignant soit désormais de plus en plus un exutoire plutôt qu'une vocation première. La plus importante, c'est le sous-emploi, mais dans la pratique, il en existe d'autres également. Revenus insuffisants, salles de classe délabrées, effectifs pléthoriques, moyens inadéquats, manque de reconnaissance de certaines communautés, familles ou personnes, baisse constante du niveau des apprenants.
nombreux sont ceux qui viennent dans l'enseignement, pas pis-aller, parce qu'ils n'ont pas un autre choix. Au finish, sincèrement parlant, je suis déçu. Je suis déçu en fonction du traitement qui se fait de l'enseignant béninois. Arrivés au métier par passion ou par raison, ils forment les cadres, les acteurs politiques, les décideurs, les citoyens. L'hommage que leur rend la communauté internationale le 5 octobre est mérité, mais leur mérite va bien au-delà. L'actualité internationale nous conduit ce 13h en Thaïlande. Le pays est devenu une sorte de prison dorée pour les touristes étrangers. Regardez, Axel Nancy. En Thaïlande, prison dorée pour les premiers touristes étrangers. Les touristes attendus sur le sol thaïlandais après plus de 6 mois d'interdiction vont vivre une quarantaine 5 étoiles. Mais ils devront se conformer à des règles de sécurité parmi les plus strictes. Cela sera confortable, même si j'ai peur d'être angoissé à cause de l'enfermement, a déclaré un touriste français à l'agence France Presse. Les autorités obligent les vacanciers étrangers qui devraient arriver au compte-gouttes dans les prochaines semaines à un isolement de 14 jours dans un hôtel spécialement aménagé afin de pouvoir prolonger leur séjour dans le pays. 2 tests de coronavirus, 28 prises de température, des médecins et agents de sécurité qui, depuis War Room, scrutent les chambres en permanence. Les employés ont suivi également une formation à l'hôpital et ont été dotés d'équipements personnels de protection pour livrer les repas devant les portes. En France, les piscines seront fermées à Paris et en petite couronne. Ceci pendant 2 semaines à partir du mardi prochain pour les adultes, mais resteront ouvertes aux mineurs, que ce soit dans un cadre scolaire, associatif ou privé. Concernant les stades et terrains d'entraînement physique, tous les équipements de plein air pourront rester ouverts à condition de rassembler moins de 1000 personnes et de respecter la distance de sécurité. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'actualité tout à l'heure à 16h30 pour le bulletin d'information. Vous pouvez revoir cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très très bientôt. Baba, Nam. Franchement, sans cette carte, je ne sais si je serai encore assis avec vous. Mon fils, je remercie le gouvernement pour cette initiative. En notre temps, sans argent, on n'avait pas accès aux soins adéquats. Mais aujourd'hui, grâce à cette carte, nous avons tous droit à une bonne prise en charge. Papa, Baba, je peux aller me faire soigner au centre de santé si je suis malade. Oui. Chacun a sa carte, les enfants et les femmes enceintes aussi. Donc tu connais tout ça? Elle connaît tout. Va me chercher Barou. Je dois aller au champ annoncer la bonne nouvelle. Les amis, c'est grâce à cette carte que je suis debout aujourd'hui devant vous. J'ai pu accéder à des soins gratuits. Récupérer une santé de fait. Nous l'avons tous. Gardons-la jalousement. Ne la perdons surtout pas. Désormais, c'est notre sauveur. Avec votre carte biométrique, dans les centres de santé publics ou confessionnels, vous bénéficiez de la consultation gratuite et une prise en charge selon les modalités fixées par l'État. Arche, votre protection et votre soutien.